Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'entretien de Dimanche et politique que nous émettons depuis le studio François-Xavier en ligne Noumont. Cette semaine, vous le savez, plusieurs organes de presse et médias en ligne ont été suspendus par le régulateur des médias, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, diffusion d'informations mensongères, allégations sans fondement, violation des articles 2 et 6 du Code de déontologie et d'éthique des médias sont entre autres reproches faits à ces organes de presse suspendus. Dans la foulée, cette semaine toujours, l'état-major général des armées a tenu à rencontrer quelques journalistes pour échanger avec eux, principalement sur leur rôle et responsabilité dans le traitement des informations liées aux questions terroristes. Ceci suite aux nombreuses informations pas toujours vraies et parfois brutes publiées suite à l'attaque au point triple, à l'analyse de ces différents événements. Les journalistes, on peut le dire, se retrouvent presque dans un environnement où soit on leur apprend pratiquement à faire leur métier ou on leur rappelle les exigences de ce métier, ce qui peut être offusquant, d'où les nombreuses questions qui se posent et ce qui oblige justement à cet entretien, mesdames et messieurs, le journaliste comprend-il toujours les exigences de son métier ou l'oublie-t-il parfois quand il se met à la recherche du sensationnel? La responsabilité sociale du Code de déontologie et de la presse béninoise, qu'en entend fait concrètement et pour quel rôle du régulateur et des faits tiers dans l'appropriation de cette responsabilité sociale du journaliste? Jusqu'à quand doit-on être conciliant? Jusqu'à quand doit-on comprendre les journalistes? L'ascension comme l'âme ultime pour assainir finalement le milieu. Ce matin, nous parlons de la corporation en abordant toutes ces questions que je viens d'énumérer. Pour l'exercice, nous avons un journaliste aujourd'hui appelé à d'autres activités, mais il reste journaliste, ancien conseiller à la RAC. Il s'agit de Dr Pascal Zantou. Il est expert en communication et, comme je le disais, ancien conseiller à la RAC à la mandature de 2014-2019. Conseiller, bonjour, bonne arrivée. Bonjour madame, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci d'être là ce matin donc, pour aborder cette question de la responsabilité du journaliste bien inscrite au niveau de l'article 2 du Code de déontologie. Mais bien avant, ce qui nous réunit concrètement, vous, avec ces dernières actualités, quel regard portez-vous de votre position aujourd'hui sur la corporation conseil? Merci beaucoup de me donner la parole euh, pour opiner sur une question importante, je vais même dire cruciale pour les journalistes et le journaliste que je suis modestement. Au prime abord, je voudrais rappeler que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est dans son rôle quand elle suspend des organes de presse, elle est pleinement dans son rôle de régulateur. Il me plaît de faire en même temps une petite nuance entre la régulation et la censure. D'accord. Parce que nous ne faisons pas toujours attention à ces deux notions, la notion de censure et la notion de régulation. La censure, c'est un contrôle a priori, alors que la régulation est un contrôle a posteriori. La censure suppose quoi? La censure suppose que le gouvernement ou l'État dans son ensemble a mis en place un arsenal, un dispositif de contrôle a priori de l'information avant sa publication, avant sa diffusion. Ça a existé dans notre pays. Pendant la période dite révolutionnaire, il y a eu de la censure. C'est la direction de l'information et de la propagande, ce qu'on appelait la DIP, qui organisait la censure et des responsables dédiés passaient de rédaction en rédaction pour s'assurer de la qualité. Quand je dis qualité, ce n'est pas qualité professionnelle, mais propagande. Oui, de la qualité
Oui, oui, du point de vue de la propagande. de la propagande des papiers avant leur diffusion. Et comme il n'existait pas la presse privée en ce moment-là, eh bien, la chose était relativement facile. Ben, aujourd'hui, depuis 1990, au lendemain de la conférence nationale de février 1990, nous avons opté pour la liberté de presse. Déjà quelques mois avant cette conférence historique, mais avec la conférence nationale, il a été affirmé clairement que nous allons passer à une autre étape, à savoir la presse libre, plurielle, etc. Oui. Liberté de presse. Liberté de presse, ça entraîne quoi? Ça ne peut pas accepter la censure. Ça ne peut pas accepter la censure. C'est-à-dire que l'arsenal juridique, le dispositif institutionnel, le dispositif réglementaire et légal doivent avoir un regard sur l'animation et la vie des organes de presse, sur la profession, l'évolution de la profession. Mais ce ne sera plus voilà, il s'agira plus pour le gouvernement ou l'État de dire aux journalistes comment ils doivent rédiger leurs papiers, quelle est la ligne éditoriale de chaque journal. Ça ne peut pas être ça. Chaque organe de presse aura sa ligne éditoriale qui sera sa philosophie, mais tout ceci en respect de la loi. Et c'est pourquoi il est prévu justement, un dispositif institutionnel qui assure le contrôle a posteriori, donc la régulation. Et la HAC est l'institution par excellence de notre pays qui assure la régulation. Ça veut dire quoi? Si vous êtes journaliste et que vous voulez publier un papier, vous êtes libre de le faire. Vous avez une opinion, vous voulez la publier, vous êtes libre de le faire. Mais si vous faites ça et que votre opinion ou votre papier, l'information que vous donnez n'est pas donnée dans les règles de l'art, ou l'opinion que vous avez est une opinion qui est désobligeante, qui est injurieuse, qui est diffamatoire, la HAC se chargera soit de vous rappeler à l'ordre, soit de vous sanctionner d'une certaine manière pour vous dire que les lois dans notre pays ne permettent pas ça. C'est justement ce qui a été fait cette semaine par la RAC, et vous venez de dire qu'elle est dans son rôle. Quand on en arrive là, à conseiller Zantou, que dites-vous alors de la profession, de la pratique, si je peux dire, du métier? Merci. Je crois que du point de vue de la pratique de la profession dans notre pays, hélas, il se trouve que tout le monde ne fait pas le métier comme cela se doit. Tout le monde ne respecte pas les règles. C'est là où se pose le problème. Vous savez, en 1999, c'est les journalistes, à travers leurs organisations professionnelles, qui ont décidé en toute liberté de se doter de ce que nous appelons aujourd'hui le code de l'information, le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Donc, c'est une forme d'autorégulation que nous nous sommes imposés et nous avons accepté le tribunal des pairs. Et ce code de déontologie nous rappelle les règles du métier. Mais il se trouve que nous ne respectons pas toujours ces règles-là. Qu'est-ce qui est compliqué dedans à respecter, à conseiller? Parce que là, la RAC cite 2 articles. Attendons sur le premier, l'article 2. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans cette responsabilité dont on parle concrètement? Qu'est-ce qui est compliqué? Rien n'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les professions ont leurs règles. Toutes les professions ont leurs règles. Et il faut respecter ces règles-là. Ici, on nous dit, lorsque vous voulez informer, vous devez tenir compte du premier droit humain. Le premier droit humain, le droit à l'information. C'est un droit fondamental. Celui qui suit immédiatement, c'est le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Vous devez respecter le droit du public à l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous décidez en toute liberté de devenir journaliste, vous devez aller collecter des informations et ceci
veut dire que vous vous assurez de la véracité des faits. Vous n'allez pas inventer les faits. Les faits doivent être établis. Et ces faits doivent être communiqués par des sources habilitées à le faire. D'accord? Vous n'avez pas le droit de donner une fausse information. Quand vous faites ça, non seulement vous êtes déjà en porte-à-faux avec la profession, mais vous êtes aussi en porte-à-faux avec celui à qui vous attribuez cette fausse information, cette fausse nouvelle. Mais vous êtes surtout en porte-à-faux avec votre public que vous avez choisi d'informer, qui ne vous a pas désigné pour l'informer, mais que vous avez décidé d'informer en toute liberté et en toute conscience. Donc, lorsque vous ne respectez pas le droit du public à l'information, vous piétinez l'article 1er du Code de déontologie et de l'éthique dans les médias du Bénin. C'est bien ça. Lorsque vous ne respectez pas la véracité des faits, lorsque vous déformez les faits, lorsque vous prêtez des propos mensongers à quelqu'un, comme c'est le cas dans un des articles où un journaliste s'est permis de dire quelque chose que le chef de l'État n'a jamais dit, puisque quand vous m'avez demandé, m'avez demandé si je pourrais venir à cette émission et que je l'ai accepté, je me suis permis d'aller relire le discours du chef de l'État. À aucun moment, il n'est écrit ce qu'il a dit là. Et j'ai suivi ce discours-là au moment où il a été prononcé. Et le chef de l'État n'a pas improvisé en ce moment-là. Le chef de l'État n'a jamais dit, qu'un fils de telle ou telle autre région ne serait jamais président de la République. Jamais. Mais est-ce qu'il a cité? Est-ce que ce n'était pas son interprétation de ce que le chef de l'État a dit? S'il vous plaît, un journaliste n'interprète pas. Un journaliste rapporte des faits et analyse les faits. Analyser, ce n'est pas interpréter. Bon, analyser, c'est mettre en croisement plusieurs faits pour faire des déductions. C'est pas ce que notre journaliste a fait. Vous voyez? C'est pas ce qu'il a fait. Vous avez dit qu'il a interprété, c'est-à-dire qu'il s'est mis... Il a écrit, enfin, il a écouté, et puis il a sa compréhension à lui. Bon, imaginez, je ne sais pas, mais peut-être à sa compréhension à lui, c'est ce qu'il a écrit ça. Ah, donc vous êtes en mesure de faire ça? Non, moi je ne le dédommage pas. J'essaie de comprendre quelque peu ce qui a été écrit. Si je peux me le permettre. N'essayez pas, Madame Togoula, je vous respecte beaucoup. Le chef de l'État a dit une chose précise. Quand un journaliste veut rapporter ça, il rapporte ça. S'il rapporte et qu'il dit, ah, moi, voici ma lecture de ça. C'est ça une analyse. D'accord? Quand il ne fait pas ça et qu'il lui prête maintenant un propos qui se trouve être mensonger, je trouve même que la sanction est à la limite très clémente. La HAC a été très clémente dans cette sanction de mon point de vue. Si c'est si compliqué, conseiller, de comprendre ce que la déontologie dit, alors que ce code, comme vous venez de le dire, a été écrit de commun accord justement avec d'autres journalistes. Bon, où on en est concrètement? Dans quelle profession nous en sommes? Non, vous savez, je crois que je vais faire quelques rappels historiques pour décrire un peu le contexte dans lequel le journalisme béninois est né, comme le journalisme de beaucoup d'autres pays africains. Nous sommes nés dans un contexte de colonisation. Nous étions sous le joug colonial. Et les premiers journalistes n'ont pas été à l'école du journalisme. D'accord? Nos premiers journalistes n'ont pas été à l'école du journalisme. Ils ont appris à écrire et ils écrivaient, et c'était un journalisme de la dénonciation, de protestation. Et nous avons hérité de cette tradition. D'accord. Nous avons hérité de cette tradition. Lorsque, après la conférence nationale,
les organes privés ont été autorisés, il n'y avait pas d'école de journalisme dans notre pays. Je fais partie des premiers dans ce domaine-là, dans les années 1990. C'est déjà depuis l'université que nous avons commencé par nous essayer au journalisme à travers les journaux, la radio universitaire. Moi, j'ai fait Le Héros, n'est-ce pas, qui est un journal des étudiants, qui est encore là, nous en sommes fiers. Ben, nous n'avions fait aucune école de journalisme. Et nous nous sommes jetés à l'eau au nom de la liberté de presse. Et au nom de cette liberté de presse, les pouvoirs politiques nous ont tolérés. Ils nous ont acceptés. Et nous avons commencé par faire le travail, vaille que vaille. Mais après, en l'absence d'école de formation dans notre pays, pour être formé au journalisme, il fallait aller au CESTI de Dakar, ou bien aller en France, ou encore en Russie, etc. Les journalistes de la presse privée se sont réunis et ont créé une association. Ça s'appelait l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB. C'est son évolution qui a donné l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Quel était notre credo? C'était de nous former. Mais cette formation se faisait à travers des séminaires. C'est certainement pas suffisant. Par moment, on allait dans des écoles. Même la HAC, donc le gouvernement, soucieux de la formation des journalistes, a envoyé plusieurs cohortes de journalistes en formation au CESTI de Dakar, à l'ISIC de Dakar. L'ISIC, c'est l'Institut supérieur de l'information et de la communication. L'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, qui est un institut privé mis en place par des journalistes sénégalais, mais qui est une très bonne école de formation. Et donc, le gouvernement a fait cet effort-là en ce moment. Ça a continué à travers l'aide de l'État à la presse privée. Les formations ont continué. On est allé jusqu'à faire ce que l'on a appelé la formation in situ. C'est-à-dire que les journalistes sont déjà en activité et on va leur apprendre à écrire, d'accord, sur le site de travail. Formation in situ. La HAC a promu ça aussi. Donc, du point de vue de la formation, les associations professionnelles, l'État lui-même, les deux acteurs ont essayé, autant que faire se peut, de faire ce qu'ils pourraient faire pour améliorer les compétences professionnelles, la maîtrise des règles du métier aux journalistes. Plus tard, des écoles sont apparues. Des écoles se sont créées dans le pays. Je ne vais pas les citer ici. Vous ne pouvez même pas, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc aujourd'hui, l'environnement a évolué. Mais la tradition du journalisme de combat, la tradition du journalisme de protestation et surtout le respect de l'article 19, d'accord, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui institue et rend fondamentale et obligatoire la liberté d'expression. Tout ça, la mise ensemble fait que aucun gouvernement ne peut empêcher la création d'un organe de presse. D'accord. Si vous voulez créer un organe de presse, vous êtes libre de le faire. La HAC a mis en place un certain nombre de conditions à remplir, notamment pour l'audiovisuel surtout. Mais pour la presse, qu'est-ce qu'on fait? La presse écrite, qu'est-ce qu'on fait? C'est une déclaration. On informe la HAC simplement, on déclare à la HAC simplement qu'on veut créer un journal et on reçoit un récépissé. Et on se met à écrire et à apparaître. Du coup, que tu aies fait une formation a priori ou pas, tu es libre de faire
Donc, le métier. vous imputez les dérives au manque de formation, c'est ça? Surtout, c'est surtout ça. C'est-à-dire que quoi? Les journalistes béninois, excusez-moi beaucoup, les journalistes béninois, j'en fais partie, nous sommes arrivés dans le métier par effraction. C'est-à-dire que nous sommes venus dans le métier avant de nous mettre à nous former. Quand c'est comme ça, il faut se faire former effectivement. Et aujourd'hui, il y a des écoles pour ça. D'accord. Donc, il faut se former. Les journalistes dont il s'agit, pour ne pas dire, il y a un journal là qui est très récidiviste. Pendant notre mandature, nous l'avions déjà condamné. L'enquêteur. L'audace info. L'audace info. Nous l'avions déjà condamné. D'accord? Les animateurs de cet organe de presse devraient se soucier de leur formation. S'ils sont bien formés, ils savent qu'on ne peut pas attribuer à un citoyen, même citoyen lambda, qui plus est le chef de l'État, un propos qu'il n'a jamais tenu. Mais est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière pour comprendre à s'abstenir des propos que des gens n'ont jamais tenus quand on n'a pas la véracité de certains faits, de le faire dans les pratiques requises par la profession? Madame Toboula, oui. Je me réjouis que ce soit vous qui le dites. Si je le dis, ils vont dire, mais oh, ce monsieur, il est gonflé. Vous voyez? Bon, il peut toujours le dire de moi, mais bon, moi, j'ai la chance de poser les questions. Non, justement. Non, vous êtes encore dans ma posture. Vous êtes encore dans le feu de l'action. Moi, je ne suis plus journaliste en activité tous les jours. D'accord? Je suis dans la transmission du savoir maintenant. Je forme des journalistes maintenant. Et l'une des premières choses que nous leur enseignons, c'est justement le respect du droit du public à l'information, le respect des faits. Les faits sont sacro-saints. Vous ne devez pas dire une chose qui n'a pas été. C'est de l'histoire que nous faisons au présent. Et l'histoire, c'est les hommes qui font ça. Même sur le cas, c'est basique, on l'apprend. On n'a pas besoin d'aller dans une école de formation particulière pour s'abstenir de faits qui n'existent pas. Il suffit que les professionnels des médias, dès lors que vous vous désignez comme tel, vous vous donnez le privilège d'être reconnu comme professionnel des médias, lisez le code de déontologie. C'est écrit dedans, noir sur blanc. Article 1er, article 2, deuxième. C'est écrit. Vous voyez? Bien sûr. Donc, on n'a pas besoin effectivement d'aller dans une école avant de... D'où la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière tout ça? Moi, là, tout de suite, je me retrouve en difficulté en posant cette question, mais je préfère la poser. Je ne peux pas le dire de cette manière parce que je n'ai pas envie de me mettre à leur place pour parler d'eux. C'est eux seuls qui savent dans quelle intention ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, je ne peux pas apprécier ça avec cette lucarne-là. Alors, vous dites qu'aujourd'hui que vous enseignez la formation. Est-ce que la réception, elle est bonne quand vous la transmettez, cette formation-là, conseillerisante? À l'université, lorsque nous formons les étudiants, qu'est-ce que nous faisons? Nous transmettons le savoir, d'accord? Et nous les évaluons. Lorsqu'ils nous rendent ce que nous leur avons servi, c'est que c'est reçu, l'information est reçue. Mais qu'est-ce qu'on fait après de cette information? C'est autre chose. Recevoir une formation à l'université est une chose, mais assumer après, c'est également une autre chose. Et on a vite oublié ce que l'on a appris à l'université. Il faut continuer de se former. Il faut continuer de se former. On se forme tous les jours. Moi qui suis ici, je continue de lire des livres sur le journalisme, sur les règles du métier. D'accord? C'est ça. Mais il y a une chose qui me pourfend en tant que professionnel des médias. Je ne parle pas de la qualité de l'information déjà. C'est de ça que nous avons parlé jusque-là. Je veux maintenant parler de la qualité de la production elle-même. C'est-à-dire qu'un article de presse, beaucoup de journalistes respectent les règles, mais il y en a
quand je les lis, mais je tombe des nues. On ne sait pas ce qu'on appelle titre, on ne sait pas ce qu'on appelle chapeau, parce que tout ceci a des caractéristiques. Quand je lis un titre, si c'est un bon titre, je dois le savoir en tant que professionnel. Celui qui n'a pas fait la formation comme moi peut ne pas le savoir. Mais moi, quand je lis un titre, la première chose que je recherche, est-ce que ça respecte les règles de l'art? Quand je lis un chapeau, je vérifie rapidement, est-ce que ça respecte les règles de l'art? L'attaque, est-ce que ça respecte les règles de l'art? La chute, qu'est-ce que ça dit? Mais nous ne faisons pas attention à ces choses-là lorsque nous nous mettons devant notre papier pour écrire, malheureusement. Et ça me pourfend. En tant que professionnel, ça me pourfend. Et ça n'a pas beaucoup évolué, hélas. Donc, peut-être que c'est un défi à relever, peut-être on y reviendra. Alors, au vu de cette décision de la RAC, que beaucoup estiment qu'elle vient entraver quelque peu la liberté de presse, ça se dit au sein de l'opinion. Dans votre position à vous, conseiller, que fait le journaliste lui-même pour la protection de cette liberté de presse reconnue dans la Constitution? Mais pour protéger sa profession, il faut qu'il soit crédible, le journaliste. Et pour être crédible, il faut vérifier les informations avant de les publier. Une information qu'un journaliste reçoit est pour lui d'abord une rumeur. C'est lorsque 2 ou 3 sources différentes ont confirmé ce que j'ai appris que je commence par dire que c'est une information. Et si c'est quelque chose que je peux vérifier à travers des sources écrites, je dois le faire. Normalement, un journaliste ne doit pas écrire un article, quelle que soit son urgence, sans avoir interrogé au moins 2 sources, sans avoir consulté au moins une source écrite. Il y a toujours un document quelque part qui se rapporte à un fait. Même les journaux sont des sources pour nous. Donc, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Paul appelle Jean et lui dit, tiens, il y a telle chose qui se passe, ou bien on vient de prendre telle décision, et puis Jean se met à écrire, sans chercher à savoir qui a fait la déclaration, ou qui a dit, qui a pris la décision, où est-ce qu'il a pris la décision, à quel moment il a pris la décision, que dit la décision. Si c'est une décision dans l'administration, il n'y a pas d'administration orale. L'administration est écrite. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de décision, par exemple, qui ne soit pas écrite. Lorsque vous me dites que, on vient de prendre une décision à l'Assemblée nationale, on vient de prendre une décision à la HAC, on vient de prendre une décision à la Cour constitutionnelle, je dois chercher à avoir copie de la décision. Et je vous jure, il y a des journalistes dans notre pays qui ne font pas cette démarche première et qui fait partie de ce que vous appelez, madame, et de fort belle manière, le b.a.-ba. C'est ça le problème, la plaie du journalisme dans notre pays. Et nous devons avoir de plus en plus moins de scrupules à dire ça, au risque de choquer. Si un journaliste, un professionnel des médias m'écoute, m'entend et se sent choqué, ça veut dire que le message est passé. Ça veut dire que lui, si il faisait déjà bien, il va chercher à mieux faire. S'il ne faisait pas bien, il va chercher à bien faire. Et c'est tout ce que je leur demande. Beaucoup diront qu'on n'est pas solidaire par rapport à ceux qui se retrouvent peut-être dans la situation, dans ce contexte qui nous oblige à faire cet entretien. Je ne veux pas être solidaire d'une pratique qui ne permet pas à mon pays d'avancer. Vous voyez, ce n'est pas dans nos pays africains, les pays en voie de développement seulement, que le journalisme se pratique parfois avec un peu de légèreté. Ça s'observe un peu partout. Mais lorsque vous écoutez, vous lisez les médias français, américains, britanniques, mais vous avez envie de les lire. Vous avez envie de les écouter. Même quand ils disent des choses qui ne sont pas totalement établies,
vous avez envie de les écouter, vous avez envie de les lire. Ils y mettent de la manière. Ici, il n'y a pas de manière. Il n'y a pas de la manière. Oui, l'information, elle est élevée presque brute par, malheureusement, certains confrères. Ce n'est pas de l'information. Ça, c'est de la fausse nouvelle. C'est une fausse nouvelle. Ce n'est pas de l'information. Ce dont on parle là, ce n'est pas de l'information. Parce qu'une information a des qualités, a des caractéristiques. Une information, c'est il s'est passé quoi, où et quand, par qui. Oui. C'est ça le b.a.-ba. Mais quand on... Attendez, je parie que si on fait un sondage et que on demande à un certain nombre de journalistes ceux qui... ils sont les premiers à se réclamer journalistes. Moi, je n'ai jamais dit que je suis journaliste. Je ne dis jamais quelque part que je suis journaliste. Un journaliste, c'est dans les faits. Qu'est-ce que tu écris? D'accord? Qu'est-ce que tu écris? Si vous leur demandez de vous dire quelles sont les 5 questions essentielles qu'un journaliste doit se poser pour obtenir une information, ils ne sont pas en mesure de vous répondre tout de suite. Qui a fait quoi, où et quand? Là, c'est la faute à qui, aux journalistes? Ah, c'est leur faute. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas, qui a fait quoi, où et quand? Si tu ne connais pas ça, comment tu es journaliste? Puisque l'information, c'est qui a fait quoi, où et quand. 4 questions essentielles. La 5e, pourquoi? La 6e, comment? Le H. Les 5 questions, les 5 W, c'est comme ça qu'on les appelle. Les 5 W. Ils ne connaissent pas. 5 W plus le H. Ils ne connaissent pas. Est-ce que ce n'est pas justement à ce niveau-là qu'on va plutôt indexer la formation? Ah, attends, je ne peux pas former un journaliste et ne pas lui dire ce que je veux lui dire là, puisqu'il doit écrire et je dois lui dire, ah tiens, où est le où là, où est le quand là, où est le, etc. Il n'y a plus de formation en journalisme aujourd'hui sans pratique. Oui. D'accord? Il n'y a plus ça. Donc, qui a fait quoi, où et quand? Si le journaliste qui sort de l'université ne connaît pas ça, il n'est pas sorti de l'université. Et les journalistes qui commettent les fautes les plus banales, triviales, mais dangereuses pour le bon fonctionnement de la République, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui commencent par écrire, et parce qu'ils ont écrit quelque chose qui a plu à un organe de presse qui a publié ça, ils se réclament journalistes. Ils ne sont pas encore journalistes. Cela dit, vous allez être surpris quand je vais vous dire que le CFPJ, le centre de formation le CFPJ de Paris, qui est, je vais dire, l'un des centres de formation des journalistes les plus cotés dans l'espace francophone, le CFPJ a écrit plusieurs ouvrages sur le journalisme. D'accord? Il y en a un. Les secrets de l'écriture journalistique. Les secrets de l'écriture journalistique. C'est comme ça que c'est écrit. C'est écrit dedans, noir sur blanc, que si vous voulez devenir journaliste, allez faire une licence en droit, en économie, en mathématiques, en histoire, en sociologie, en tout ce que vous voulez. Allez vous inscrire dans une rédaction et commencez par apprendre le métier. Donc, je suis en train de vous dire qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement dans une université ou dans un centre supérieur de formation supérieure de l'enseignement, dans un centre de l'enseignement supérieur de formation en journalisme avant de devenir journaliste. Mais lorsque vous entrez dans la profession par effraction, c'est comme ça que j'appelle ça, j'y suis arrivé moi-même par effraction. Mais plusieurs journalistes de renom, plusieurs journalistes béninois de renom sont entrés dans le métier par effraction, mais ils sont devenus de brillants journalistes, de très bons journalistes, parce qu'ils se sont formés, soit en écoutant, en regardant,
les anciens faire, en allant à des séminaires pour se former, en allant à des stages de formation, mais surtout en lisant et tous les jours. Alors, revenons à la question de la responsabilité du journaliste, le conseiller Santou. Je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, cette sortie de l'état-major à travers cette causerie de débat cette semaine, qui est venue un peu pour préciser aux journalistes son rôle de patriote dans la publication d'informations du genre. Vous avez lu tout ce qui a été écrit sur l'attaque du Point Triple le 8 janvier dernier. Est-ce qu'on a besoin forcément d'être laudateur d'un régime afin d'être patriote par rapport surtout à la question du terrorisme, ce qui est le phénomène qui nous embrasse aujourd'hui? Il y a deux notions qui m'interpellent dans votre intervention. La notion de patriotisme et la notion de responsabilité. Je vais commencer par le patriotisme. On demande aux journalistes d'être patriotes, c'est ça. Mais c'est très facile pour un journaliste d'être patriote. Un journaliste patriote, c'est un journaliste qui donne l'information, qui rapporte les faits vrais, avérés, établis. Sauf si ces faits relèvent de ce que l'on appelle le secret d'État. D'accord? Un journaliste patriote, ce n'est pas un journaliste laudateur. Ce n'est pas un journaliste qui dit « Ah, le gouvernement a très bien fait, hein? Le gouvernement… » Non, ce n'est pas ça. Un journaliste patriote, c'est un journaliste qui rapporte les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils se sont produits et de fort belle manière. La manière de présenter une information compte également énormément. Maintenant, concernant la responsabilité. Et le thème autour duquel nous essayons d'échanger insiste sur la responsabilité. Et vous avez parlé de responsabilité sociale du journaliste. Il me plaît de faire quelques nuances. D'abord, la notion de responsabilité elle-même. Être responsable, c'est quoi? C'est être capable de répondre de ses actes, d'assumer ce que l'on a fait. C'est ça, être responsable. Un journaliste responsable, déjà, c'est un journaliste qui est conscient que lorsqu'il publie une nouvelle, une information, une opinion, peut recevoir des sanctions. Ces sanctions peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Et il assume. Il ne va pas se complaire dans l'autodéfense, dans ceci, dans cela. Non. Il assume. Maintenant, responsabilité sociale. Responsabilité sociale, il y a plusieurs formes de responsabilité sociale. Lorsque nous allons du côté des entreprises, par exemple, on va parler de responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. C'est une forme de responsabilité qui veut que une entreprise mène de façon volontaire des actions sociales, des actions en faveur de la protection de l'environnement, etc., etc. Mais la responsabilité sociale du journaliste, ce n'est pas une question de volontariat. La responsabilité sociale du journaliste tire son fondement dans le droit du public à l'information. D'accord? Donc, lorsque un journaliste veut publier une information, il doit se dire que cette information que je veux publier ne doit pas nuire au public. Si l'information est erronée, si elle est fausse, si elle est biaisée, elle nuit
au public parce que les informations que le journaliste ou les journalistes, les médias publient, ce sont ces informations-là qui permettent aux citoyens de se former à la citoyenneté, d'être au courant de comment les institutions de la République fonctionnent et d'être en mesure, le moment venu, à travers leur vote, de sanctionner ou pas les dirigeants du pays. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la responsabilité sociale du journaliste. Donc, ce n'est pas, le journalisme n'est pas un métier qu'on va exercer pour le plaisir de le faire, quoi. On ne fait pas le journalisme, il ne faut pas faire le journalisme par effraction. Il faut faire le journalisme parce que l'on est mu par la volonté de contribuer à la formation de la conscience individuelle et collective. C'est ça le patriotisme. Est-ce que tel que vous l'avez présenté, on l'approprie tous de la même manière? Est-ce que ce n'est pas laissé à l'appréciation justement du journaliste? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être laissé à l'appréciation de chacun. La preuve, c'est quoi? Le code de déontologie et de l'éthique dans les médias que les professionnels béninois se sont donnés compte 26 articles. 26 articles. Sur les 26, 20 sont consacrés au devoir du journaliste. Donc, à l'appel à la responsabilité sociale du journaliste. Seulement 20 se rapportent à ses droits. Et parmi les 6 là, seulement 6 se rapportent à ses droits. Et parmi les 6 là, il y en a qui reviennent encore sur les devoirs du journaliste. Donc, ce n'est pas un métier comme les autres. Ce n'est pas un métier dans lequel on se lance parce qu'on a faim, parce qu'on a envie de gagner de l'argent. On se lance dedans parce que justement, on a une philosophie à défendre. Nous oublions souvent qu'une rédaction, qu'un organe de presse, c'est une ligne éditoriale. Et une ligne éditoriale, c'est une idéologie, c'est une philosophie. En France, c'est clair et net. Quand tu travailles à Libération, tu sais que tu es de la gauche. D'accord? Donc, tu ne peux pas défendre les idées promues par la droite comme le ferait un journaliste du Monde ou comme le ferait un journaliste de Figaro. D'accord? Quand tu travailles à l'Humanité, le journal des communistes, tu ne peux pas écrire contre le communisme dedans. C'est ça ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Dans notre pays, en dehors des organes de presse de service public dont on sait que leur ligne éditoriale, c'est le service public, qu'ils confondent parfois avec le service gouvernemental. Ça, c'est une autre question. Le service public. Et donc, le service public veut que la nation, la SRTB aujourd'hui, la télévision nationale, la radio nationale et les autres organes connexes, d'accord, nous donnent des informations vraies et en temps réel sur le fonctionnement de nos institutions, mais aussi des informations sur l'état d'esprit des citoyens. Donc, ils doivent se rapprocher aussi des citoyens, faire le travail comme cela se doit. Mais lorsque nous allons du côté de la presse privée, quelle est la ligne éditoriale de chaque journal, de chaque télévision privée, de chaque radio privée? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La ligne éditoriale, au regard de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je vois, globalement, c'est ou je suis pour le gouvernement, donc je suis de la mouvance présidentielle, ou je suis contre le gouvernement et je suis de l'opposition. C'est une idéologie ça là, c'est une philosophie ça. C'est ça le problème que nous avons au Bénin.
C'est ça le problème que nous avons. Nous-mêmes, le pays, la presse béninoise, c'est à l'image du pays. Certains essaient quand même de C'est à l'image rester du dans pays. la ligne dans leur ligne éditoriale. Je vais revenir peut-être sur la question de la ligne éditoriale. La question de la responsabilité m'intéresse à plusieurs points. Vous avez dit que c'est pas laissé à l'appropriation de chaque individu, mais est-ce que cette notion parfois ne renvoie pas un peu à de la restriction de l'information? Ah, ce n'est pas tout ce que le journaliste entend qu'il publie non plus. Nous avons parlé de la raison d'État, par exemple. Bien sûr. D'accord? Mais on ne peut même pas tout publier. Il y a eu un accident de la circulation, simplement. Je prends ce cas-là, un accident de la circulation. Nous sommes 10 journalistes. Nous allons aborder peut-être 10 angles différents. Oui. Et chaque fois que nous choisissons un angle, nous faisons déjà de la restriction. Vous voyez? Nous faisons déjà de la restriction. Le journalisme, c'est de la restriction par excellence. C'est pourquoi on dit, lorsque vous avez collecté vos informations, faites le traitement de l'information. Le traitement, c'est le tri. Et lorsque vous avez trié, vous choisissez au regard de votre angle d'attaque, de votre angle de traitement de cette information-là. Donc, c'est de la restriction. C'est ce que le journaliste juge au regard de sa ligne éditoriale, au regard de son angle d'attaque et donc des attentes de son public. Et au regard de toutes ces dimensions-là que le journaliste choisit de publier ou non telle ou telle information. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'enfreint pas justement le droit à l'information du public? Je n'ai pas demandé de cacher l'information. J'ai demandé de donner l'information, d'accord, en respectant un certain nombre de facteurs liés à l'exercice de la profession elle-même. Traitement de l'information. Il faut trier, il faut choisir. On ne peut pas tout dire. Mais attends, si je reviens à mon accident de la circulation, je vais un reportage, puis il s'agit d'un accident de la circulation, il y a eu des morts. Des gens sont morts sur le champ. Normalement, le code de l'information et de la communication ne m'autorise pas à publier des images violentes, n'est-ce pas? Un corps, c'est une image violente pour beaucoup de personnes. Je vais parler de cet accident. Je vais dire qu'il y a eu 20 morts, il y a eu 30 morts, etc. Et je ne vais peut-être pas montrer les corps, n'est-ce pas? Je vais peut-être montrer la voiture qui a été vraiment endommagée à l'extrême, etc. Mais je ne vais pas montrer les corps. C'est de la restriction. Ça ne veut pas dire que je ne passe pas l'information. Que je ne passe pas l'information. Alors, conseiller, de ce développement qu'on a fait, on comprend que dans la profession, on est toujours à l'apprentissage. Un apprentissage qui commence à durer, mais on y est toujours, si je dois vous résumer. Mais la RAC elle-même, elle a comme mission de faire respecter la déontologie. Dans cette mission-là, elle est dotée d'une commission justement en charge de la déontologie. Qu'en fait-elle de la pédagogie? Je crois que la RAC, dans cette démarche-là, a fait beaucoup d'efforts. Hein? Vous voyez, je vous ai dit que la RAC forme les journalistes. Première chose. La RAC forme les journalistes. Première chose. Mais en plus de ça, la RAC est une institution qui privilégie la pédagogie à toute autre chose. Avant que la RAC n'en arrive à sanctionner, c'est que beaucoup d'eau a déjà coulé sous le pont. Vous n'avez pas idée de combien de dossiers la RAC connaît par an.
de plainte. Et la commission en charge des questions de déontologie règle cette question-là. Soit parce qu'elle a écouté les protagonistes et elle a trouvé qu'un droit de réponse ferait l'affaire. Il suggère, conseille à ceux qui se sentent diffamés ou en tout cas attaqués de faire un droit de réponse ou de pardonner. Et ça se fait comme ça. En tout cas, sous notre mandature, le conseiller Richard Maïdé, qui était le président de la commission en charge des questions de déontologie, a fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Lorsque cette étape est finie et que le conseiller en charge de cette commission-là doit faire un rapport en plénière et qu'il fait le rapport, la plénière est libre et c'est arrivé un certain nombre de fois de dire non, bon, on ne va pas sanctionner. Même si la commission proposait des sanctions, la plénière décide qu'on ne va pas sanctionner. Après avoir écouté le journaliste ou les journalistes concernés, la commission décide de ne pas sanctionner. Ou la plénière décide de ne pas sanctionner, ou elle se contente simplement de sanctions du genre rappel à l'ordre. Généralement, c'est rappel à l'ordre, ou bien on met en demeure de corriger, ou bien de publier le droit de réponse de ceci, de cela. Tout ça là rentre dans la démarche pédagogique de la HAC. Si la HAC devait sanctionner, c'est tous les jours qu'elle sanctionnerait. Parce que, Madame Ntoboula, je suis persuadé que vous êtes convaincu que chaque jour, il y a un ou deux journalistes qui fautent, qui diffament dans ce pays. La mandature qui est là maintenant a été installée depuis combien de temps? Ça fait plus de 6 mois. C'est en juillet qu'ils ont été installés. Ils ont sanctionné combien de fois? Et pourtant, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu de plaintes. Ils ont reçu des plaintes. Surtout le président qui est là. Mais ce n'est pas pour le défendre. Hein. Il a fait une mandature avant moi. Il a été vice-président. Sous sa mandature, vous n'avez pas idée. À un moment donné, il a dit, on ne sanctionne plus. Il invite confrères, il leur parle, il leur parle, il leur parle. J'espère qu'il va continuer comme ça cette fois-ci, maintenant qu'il est président. Mais si nous le contraignons à nous sanctionner sévèrement, il le fera. Voilà. Alors, au vu de tout ceci, la RAC, elle est obligée d'agir un peu comme elle a agi. Est-ce qu'à un moment donné, l'organe de régulation ne se retrouve pas dans un rôle difficile et parfois incompris? Bon, beaucoup disent que elle a été créée pour défendre les intérêts de la profession. Ça, c'est ceux qui ne comprennent rien. Mais pour ceux qui ont quand même essayé de lire un peu la loi organique de cette institution, est-ce que en assurant et en garantissant, dans un premier temps, la liberté de la presse et dans le même temps, en cherchant à faire respecter la déontologie, elle ne se retrouve pas dans un rôle compliqué? Non, il n'y a aucune fonction qui appelle à des responsabilités qui soient faciles. La HAC, effectivement, est dans un rôle difficile, d'accord? Mais c'est un rôle qui peut être aussi facile. Et c'est parce que nous, les professionnels, nous ne faisons pas preuve de professionnalisme que nous rendons la tâche facile à la HAC. La HAC nous sanctionne facilement parce que nous ne respectons pas les règles. La HAC ne dit pas je suspends tel organe de presse sans dire pourquoi elle l'a suspendu. D'accord? La HAC ne dit pas je suspends tel organe de presse sans dire, sans se référer à des tests, à des dispositions, soit du code de l'information, soit de la loi sur le numérique, ou encore même du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. D'accord? Bien sûr. Donc, parce que nous faisons mal notre travail, nous rendons la tâche facile
à la HAC. La HAC est là pour faire respecter les règles définies par l'État, Donc, ceux qui ont été mandatés par les citoyens, dans les règles qu'ils ont définies pour garantir la liberté d'expression pour tout le monde, notre droit à l'information en tant que citoyen, c'est ce que la HAC essaie de faire. Si la HAC laisse faire, ne réagit pas, ne s'auto-saisit même pas et attend qu'on la saisisse avant d'agir, la HAC ferait mal son travail. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on dirait que la HAC a fauté. Mais quand nous faisons mal, est-ce que ETL a été déjà suspendu par la HAC? La HAC peut vous interpeller. D'accord? Mais si vous allez rencontrer la commission en charge de ces questions de déontologie et que vous apportez les preuves de ce que vous avez dit, de ce que vous avez diffusé, la HAC ne va pas vous sanctionner. Avant qu'on en arrive à l'étape de la plénière des 9 conseillers de la HAC pour prendre des décisions du genre, celles dont nous parlons, c'est que le ou les journalistes concernés ont été invités par la commission en charge des questions de déontologie et les a écoutés. De cette rencontre à la suspension, est-ce qu'il n'y a pas un délai? Mais les décisions même disent que certains journalistes n'ont pas été à cette séance-là. Est-ce que c'est respectueux déjà? L'institution de la République, où ils seront appelés à travailler un jour, puisque les journalistes travaillent à la HAC comme conseillers. D'accord? Bien sûr. Cette institution les invite à répondre de ce qu'ils ont écrit et ils ne se sont pas gênés d'aller écouter ce pourquoi on les invite même. Ce n'est pas respectueux déjà. L'ODEM, l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, qui est un instrument d'autorégulation mis en place par les journalistes eux-mêmes. Quand l'ODEM nous invite, nous n'y allons pas. Est-ce que c'est respectueux ça? Il y a des gens, il y a des journalistes, j'ai le sentiment qu'il y a des journalistes qui, de façon délibérée, foutent au pied la profession. Il n'y a pas de profession, fût-elle libérale, qui ne soit pas encadrée par la loi. La liberté, c'est la restriction par excellence. Maintenant, votre liberté finit là où commence la mienne. Et vice-versa. C'est ce qu'on nous a appris trivialement. Et c'est une vérité absolue. Donc, la liberté est encadrée par des lois. La régulation sociale. Il n'y a pas de société sans règles. Une société sans règles est une société anarchique. Ça n'existe plus. Alors, vous, personnellement, pensez-vous qu'on a fait suffisamment dans de la sensibilisation et qu'il est l'heure de passer à l'étape suivante? Depuis 1990, que nous sommes en train de faire du journalisme privé dans notre pays, mais je crois que ça va. Ça suffit. Là. Il faut sanctionner. Je ne demande pas qu'on coupe la tête du pécheur. C'est pas ça. Hein. Mais la HAC doit sanctionner. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver aussi? Si la HAC ne les sanctionne pas, les journalistes qui fautent, c'est la justice qui va les sanctionner. Hein. Et là-bas, attention, c'est pas la blague non plus. Attention. Il faut choisir le moins de mal alors. Ah, je crois qu'il vaut mieux se soumettre aux sanctions de la HAC qui disent « je vous mets en demeure de ». C'est la sanction qui est courante à la HAC, ça. Suspension, c'est pour quelques semaines, c'est pour 2 jours, c'est pour etc. On nous tire les oreilles, quoi. Il vaut mieux accepter ça que d'aller devant la justice. Hein. C'est beaucoup de dommages et intérêts à payer. Ça vous coule.
Maintenant, si vous amenez la HAC à des sanctions lourdes comme suspendu jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire qu'on peut rétablir l'ordre à tout moment. Ça peut être au bout d'une semaine, ça peut être au bout de 2 jours, ça peut être au bout d'1 mois, ça peut être au bout d'1 an. D'accord? Quand vous amenez la HAC à ça, c'est que vous êtes soit récidiviste ou vous avez commis une faute vraiment grave. Alors, conseiller Zantou, avec cet état des lieux qui montre clairement que la profession doit se réinventer, est-ce que vous voyez un rôle particulier des faîtières dans cette responsabilité que le journaliste doit assumer? Le rôle des faîtières, c'est déjà de continuer comme elles le font, de continuer de sensibiliser leurs membres, de continuer de les former, de continuer surtout à faire de la pédagogie à travers l'ODEM. S'ils font ces choses-là et que les journalistes les écoutent, il va y avoir moins de fautes et moins de sanctions de la part de la HAC. Donc, les rôles classiques d'information, de sensibilisation, de formation et de pédagogie que les faîtières ont joué jusque-là, elles doivent continuer de les jouer, de les renforcer. Et jusqu'à quand alors? Non, vous voyez, la vie elle-même est formation permanente. C'est formation permanente. Donc, elles ne vont pas se fatiguer, les faîtières. Comme les journalistes eux-mêmes ne doivent pas se sentir fatigués de se former. On se forme tous les jours. Même les professeurs titulaires à l'université continuent de se former. Vous voyez, s'ils ne se forment pas, ils ne seront pas à jour. Ils ne pourront pas mettre à jour leurs connaissances. Vous voyez, quelqu'un qui est professeur titulaire depuis 10 ans, s'il arrête d'apprendre, d'aller lire, d'écouter la télévision, de regarder la télévision, d'écouter la radio, de lire les journaux, de lire les nouvelles publications, les nouveaux ouvrages qui paraissent, ces connaissances vont être dépassées, tout simplement. Donc, il le faut. Et il continue de participer au colloque, il continue d'écrire des articles, et tout ça là contribue à leur formation. Les journalistes doivent faire ça, se former tous les jours. Oui, mais la question de formation impose les moyens, conseiller. Madame Toboula, vous avez une chance extraordinaire. Je dis vous, c'est-à-dire vous qui êtes un peu plus jeune que nous autres dans la profession, vous avez une chance extraordinaire aujourd'hui. C'est votre téléphone portable. Il y a tout dedans. Vous-même, vous avez commencé par dire qu'un journaliste n'a pas besoin d'aller à l'école avant de connaître le b.a.-ba. Bien sûr, oui. Et il y a plus que le b.a.-ba sur Internet aujourd'hui. Tous les meilleurs livres, les meilleurs articles. Certains sont payants quand même. Il y en a qui sont d'accès gratuit aussi. D'accord, mais pas tous. Oui, mais le journaliste lui-même, qui gagne, il suffit déjà pour investir dans la formation. Madame, le peu qui est d'accès gratuit là, est-ce que le journaliste a déjà lu ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, se réfugier derrière les moyens, c'est un faux fuyant. C'est vrai, depuis quelques années maintenant, l'aide de l'État à la presse, non, elle n'a pas été suspendue. Mais elles ne sont pas de toutes les façons, elles ne sont plus. Non, le problème c'est quoi? C'est nous, c'est encore nous-mêmes. Oui. Nous les journalistes, nous avons demandé que la cagnotte soit importante. Qu'on passe à au moins 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement a dit si c'est 1 milliard de francs CFA, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un fonds. Déjà sous ma mandature, on a créé ce fonds-là sur papier tout au moins.
Ça s'appelle le FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias. Il reste que les modalités de mise en œuvre de ce fonds-là soient mises en place. Si le gouvernement traîne le pas, la HAC traîne le pas, mais les professionnels des médias ne devraient pas traîner le pas. Ils doivent mettre la pression sur le gouvernement. Ils doivent mettre la pression sur la HAC pour que le fonds devienne opérationnel, pour que le fonds soit implémenté. S'ils ne le font pas, c'est encore leur faute. Il s'agit d'argent. Le gouvernement a beaucoup de problèmes à régler. Si vous lui permettez de mettre de côté le vôtre en attendant, il va le mettre de côté pour aller régler d'autres. C'est ça un gouvernement. Donc, Vous renvoyez cela à la profession simplement. Bon, je souhaite que les professionnels des médias bousculent un peu les lignes afin qu'elles bougent. C'est ça mon appel. Au même moment, je demande aux institutions habilitées, en particulier la HAC et le gouvernement, de bien vouloir accélérer le processus pour que le FADEM devienne opérationnel. Sinon, c'est vrai que la formation des journalistes devient difficile. Le fonctionnement même des fêtières devient difficile. Et le gouvernement n'a pas intérêt à ce que les fêtières disparaissent. Parce qu'il lui faut des interlocuteurs. Voilà. Allez, nous sommes en train d'engrainer les dernières minutes de nos échanges conseillers. Je vais vous donner quelques minutes pour conclure. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné l'occasion d'opiner un peu sur la pratique du journalisme dans notre pays. Je pense essentiellement que nous, journalistes, devons prendre la mesure de notre responsabilité. Et notre responsabilité n'est pas seulement individuelle, c'est une responsabilité sociale. C'est-à-dire que lorsque nous prenons notre plume ou notre micro, nous devons savoir que les informations que nous diffusons ou que nous allons diffuser sont des informations qui peuvent mettre à mal, en péril, notre République. Il s'agit des informations qui peuvent aussi et qui doivent normalement contribuer à construire, à consolider les bases du développement de notre pays. Si nous avons cette pleine conscience-là, le reste viendra. Nous allons faire notre métier, nous allons exercer notre métier avec professionnalisme. Chaque acteur de la vie sociale, de la vie publique est dans son rôle. Les journalistes, le rôle du journaliste, c'est collecter, traiter et diffuser l'information. Le rôle de la HAC, d'accord, c'est garantir la liberté de presse, la liberté d'expression. C'est protéger la liberté de presse, la liberté d'expression. C'est protéger la profession du journalisme. Et la HAC doit le faire en faisant respecter les textes qui sont en vigueur. Merci beaucoup, conseiller Pascal Zantou. Je rappelle que vous êtes expert en communication, ancien conseiller à la HAC pour la mandature 2014-2019. Avec vous, nous avons parlé du rôle et de la responsabilité sociale, surtout des journalistes. Vous avez fait comprendre que cette responsabilité n'est pas individuelle et sociale. Et également, l'organe de régulation est là justement pour faire respecter la déontologie, aussi protéger et garantir cette liberté de presse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi pour faire l'entretien de ce dimanche qui reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et télécharger l'application Etélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Etélé avec vous. Pour